Je laisse la parole à Geoffroy Pelletier, directeur de la SOFIA. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager. Vous voyez tous, c'est bon? Bonjour, donc Geoffroy Pelletier, moi je suis le directeur de la SOFIA depuis maintenant 2 ans, donc une première année normale et une deuxième année un peu plus compliquée comme pour tout le monde. Et je crois que l'idée de la présentation, c'était d'essayer voilà, de vous dire de manière assez détaillée l'ensemble des activités de la SOFIA que vous connaissez peut-être pour partie, mais on a beaucoup d'activités, donc c'était intéressant de pouvoir vous détailler tout ça. Alors, la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit, c'est un organisme de gestion collective, comme vous connaissez aussi la SACEM, la SACD ou la SCAM, mais avec une double particularité. La première, c'est que la SOFIA est dédiée exclusivement et entièrement au secteur du livre. Son répertoire est uniquement consacré au secteur du livre. Et elle a une gestion paritaire, auteurs et éditeurs, là où de nombreux autres organismes de gestion collective sont soit 100% auteurs, soit parfois 100% éditeurs. La SOFIA est vraiment à parité sur l'ensemble de son organisation, c'est-à-dire que ce soit l'Assemblée générale, les décisions prises à l'Assemblée générale ou les décisions prises jusqu'au conseil d'administration et toute commission qui aurait un rôle à jouer à la SOFIA est composée à parité de représentants des auteurs et de représentants des éditeurs. On a aujourd'hui 20 ans d'existence, un petit peu plus, puisqu'on a fêté nos 20 ans en 2019. Pardon. On a été créé en 1999. On a 20 ans d'existence. On représente aujourd'hui un peu plus de 10 000 auteurs. Donc, quand je dis auteurs, c'est vraiment tout type d'auteurs, écrivains, illustrateurs, traducteurs, tous les auteurs ou co-auteurs d'une œuvre. Et on représente un petit peu plus de 500 maisons d'édition qui sont aussi adhérentes à la SOFIA. Maisons d'édition, on peut l'entendre aussi en termes de marque éditoriale. Certaines peuvent appartenir maintenant à un même groupe d'édition. Vous connaissez la concentration dans ce secteur. La SOFIA est présidée aujourd'hui par Arnaud Robert, qui représente le Collège des éditeurs, qui est par ailleurs directeur juridique Larousse et plus largement chez Hachette Livre. Et la vice-présidence est assurée par Cécile Deniard, qui représente le Collège auteur et qui est traductrice. Depuis l'année dernière, on a une alternance tous les 2 ans. La présidence est assurée pendant 2 ans par un représentant du Collège éditeur et puis ensuite pendant 2 ans par un représentant ou une représentante du Collège auteur. Alors, on rentre un petit peu plus dans le détail. Les activités de la SOFIA, principalement et d'abord et en priorité, elle a une action de gestion collective. C'est ce pourquoi elle a été créée en 1999 par les auteurs et très vite rejoint par les éditeurs. Principalement au démarrage pour la gestion du droit de prêt en bibliothèque, qui n'était pas encore mis en œuvre, mais la création de SOFIA a aussi permis de pousser à la transposition de la directive européenne qui a mis en place le droit de prêt en bibliothèque. J'y reviendrai ultérieurement. On gère aussi la rémunération pour copie privée numérique, c'est parfois un peu moins connu. Je reviendrai aussi sur ce point qui touche maintenant à la fois les copies de texte et les copies d'images, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis, depuis assez récemment, la gestion des livres indisponibles du XXe siècle, un projet qu'on a aussi dénommé Relire, dont je vous dirai un mot. Au-delà de la gestion collective, on a une action sociale qui prend deux formes, principalement un abondement des cotisations retraite complémentaires des auteurs de livres, le RAAP, avec une dotation annuelle pour prendre en charge la moitié des cotisations des auteurs. Je vous en dirai aussi un mot. Et puis la formation professionnelle des auteurs, qui est logée, comme vous le savez sûrement, à l'AFDAS depuis les années 2012-2013, si je ne dis pas de bêtises. On a aussi une action culturelle, j'y reviendrai, elle est de plus en plus importante au sein de la SOFIA. Et puis une action européenne et internationale dont je vous dirai
également un petit mot. La gestion collective. Donc, le premier des droits gérés par la SOFIA depuis l'origine, c'est le droit de prêt. Le droit de prêt, il a fait l'objet d'une transposition d'une directive européenne qui existait depuis 1996. Il a mis un petit peu de temps à se mettre en place en France. Il y a eu des débats assez compliqués pour celles et ceux qui s'en souviennent peut-être comme moi au tournant des années 2000 entre les différents représentants des auteurs, des éditeurs, des bibliothèques, des libraires, des collectivités locales. Et on est arrivé en 2003-2004 à une loi qui a permis de mettre en place un équilibre autour de 3 points. La transposition de la directive qui a mis en place le droit de prêt, la création d'un régime de retraite complémentaire pour les auteurs de livres, qui étaient les seuls à l'époque à ne pas bénéficier d'un régime de retraite complémentaire, et le plafonnement des rabais qui pouvaient être consentis par les fournisseurs de livres aux bibliothèques. À l'époque, il n'y avait pas de limitation à ces rabais, et il y avait beaucoup de bibliothèques qui étaient, pour concourir sur les marchés publics, contraintes d'accorder des rabais parfois à hauteur de 20 ou 30% sur le prix public du livre, ce qui est évidemment extrêmement difficile ensuite d'avoir une rentabilité. Donc, c'est ces 3 points qui ont constitué un équilibre, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, la transposition de la directive sur le droit de prêt. Tous les pays européens, quasiment, je crois qu'à l'exception de 1 ou 2, ont désormais un système, mais tous n'ont pas mis en œuvre le même système. En France, le dispositif, il fonctionne avec 2 branches à la source. Une contribution importante qui vient de l'État, donc une contribution qui est assise sur le nombre d'usagers inscrits en bibliothèque et qui est versée par l'État à la SOFIA. Le calcul, c'est 1,5 € par usager inscrit en bibliothèque de lecture publique et 1 € par usager inscrit en bibliothèque universitaire. Et c'est l'ensemble de cette contribution qui est payée partie pour le ministère de la Culture, partie par le ministère de l'Enseignement, qui est versée chaque année à la SOFIA. Et puis l'autre contribution, elle provient des fournisseurs de livres qui reversent à la SOFIA 6% du montant prix public hors taxe des livres qu'ils ont fournis à des bibliothèques assujetties au droit de prêt, c'est-à-dire quasiment l'ensemble aujourd'hui des bibliothèques, bibliothèques municipales, bibliothèques départementales de prêt, bibliothèques universitaires, mais aussi bibliothèques d'entreprise ou même bibliothèques associatives. Et donc, sur l'ensemble de ces ventes, ils nous reversent 6%. Au-delà de la collecte, il y a des déclarations qui sont importantes, les déclarations des bibliothèques et des déclarations des fournisseurs. Les déclarations des fournisseurs sont importantes car elles sont détaillées et c'est elles qui nous permettent ensuite de pouvoir reverser aux ayants droit les sommes qui leur sont dues puisqu'elles sont détaillées avec le titre, le nombre d'exemplaires vendus pour chacune de ces ventes. Les déclarations des bibliothèques, elles, sont globales. Il s'agit simplement pour les bibliothèques de nous déclarer avoir fait l'acquisition d'ouvrages auprès de tel ou tel fournisseur pour tel ou tel montant, mais sans détail dans la déclaration. Ça nous permet de comparer en fait l'ensemble de ces déclarations d'un côté et de l'autre et d'éviter que des fournisseurs de livres oublient de nous déclarer les ventes et donc qu'on ne puisse pas établir de facture sur ce montant de 6%. L'ensemble de ces sommes donc, sont collectées par la SOFIA et sont ensuite réparties aux ayants droit. Une partie, et c'est la loi qui a mis en place ce dispositif, une partie est affectée au financement de la retraite complémentaire des auteurs de livres. Je reviendrai dans le détail sur ce dispositif. Et le reste, qui n'a pas été affecté au RAAP, qui est la plus grande partie, ce qui est resté à distribuer aux ayants droit, est réparti ensuite à l'ensemble des ayants droit. Et je précise tout de suite que ces ayants droit, soit adhérents de la SOFIA ou d'un autre organisme de gestion collective ou pas, auteurs et éditeurs perçoivent de toute façon le droit de prêt qui est une gestion collective obligatoire. Je vous ai mis quelques chiffres pour avoir un ordre de grandeur de ces montants et de ces contributions. Donc, ce sont plutôt des moyennes sur les dernières années que des chiffres tout à fait exacts de la dernière année de perception. Donc, on a une contribution de l'État. Et d'ailleurs, on voit que, bon an, mal an, sur l'ensemble des 5 ou 10 dernières années, les montants sont globalement les mêmes de toute façon
qu'il s'agisse des contributions des uns ou des autres ou des reversements. La contribution d'État, elle s'établit autour de 10 millions d'euros à peu près chaque année. La part des ventes de livres, c'est-à-dire donc les acquisitions et le reversement par les fournisseurs, on est plutôt autour de 6,5 millions d'euros. Donc là, c'est le travail de recouvrement des sommes auprès de ces fournisseurs. Et on a donc un montant total de perception qui avoisine les 16,5 millions d'euros par an au titre du droit de prêt. Sur ce montant, donc, on reverse une contribution au RAAP qui est de l'ordre de 3,7 millions d'euros avec une petite augmentation sur les dernières années et on est même un peu au-dessus des 3,7 pour la toute dernière année puisque suite à la réforme du RAAP, le montant moyen des cotisations a augmenté. On est passé, comme vous le savez, d'un régime de classe de cotisation choisi par l'auteur à un calcul d'un pourcentage qui augmente sur tous les ans jusqu'à 8% jusqu'à 2020 sur le montant de ces revenus artistiques. Et donc, ça a entraîné une augmentation du montant des cotisations. Et comme la SOFIA prend la moitié de ses cotisations, ça a aussi entraîné une augmentation de la contribution au RAP. Les frais de gestion sont de l'ordre de 1,8 million d'euros annuels sur le droit de prêt. Et donc, la répartition modulo cette contribution au RAP est donc d'environ 11 millions d'euros par an à l'ensemble des auteurs et des éditeurs de livres concernés. C'est une répartition qui, de par la loi, est à parité. 50% de la rémunération va aux auteurs, 50% va aux éditeurs. Ça, c'est la loi dès 2004 qui a fixé cette parité de la rémunération. Elle est répartie non pas sur la base des emprunts ou des prêts qui pourraient être faits par les bibliothèques, mais sur la base des exemplaires achetés par les bibliothèques. Et uniquement sur cette base-là, le fait qu'un ouvrage soit emprunté une fois, 10 fois ou 100 fois n'a pas d'importance et ne joue pas sur la rémunération qui est ensuite reversée aux auteurs ou aux éditeurs. C'est uniquement le nombre d'exemplaires qui ont été achetés. Il manque d'ailleurs un S à un exemplaire. Ça concerne chaque année environ 400 000 titres différents, ce qui montre aussi l'extrême diversité des acquisitions des bibliothèques. Ça représente 6 millions d'exemplaires environ achetés chaque année. Là aussi, ce sont des chiffres qui sont assez réguliers d'une année sur l'autre. Et donc, au-delà des 10 000 auteurs adhérents de la SOFIA ou des 500 éditeurs adhérents, le droit de prêt est bien réparti à l'ensemble des auteurs concernés. Ça, ce sont, je crois, les derniers chiffres pour 2020. 65 000 auteurs différents concernés et 2600 éditeurs ou marques éditoriales concernés par le droit de prêt. Je vous ai mis un petit tableau de l'évolution justement de la distribution. Donc, en bleu, c'est l'équivalent des 11 millions d'euros, cette distribution qui est faite aux auteurs et aux éditeurs. Et vous voyez qu'elle a tendance à baisser depuis 2015-2016 au profit de la courbe verte, qui est celle de la contribution au RAAP, qui a, elle, augmenté dans le même timing, les retenues pour frais de gestion étant, eux, quasi similaires depuis 2012. Donc, c'est cette contribution au RAP qui fait que, comme elle est versée chaque année, elle vient, si elle augmente, diminuer le montant qui est réparti aux auteurs et aux éditeurs. Il est probable qu'à partir de cette année et de l'année prochaine, on soit sur une tendance qui soit plutôt stable pour la contribution au RAP, puisque on arrive sur la fin de la réforme de 2017 et sur l'augmentation annuelle des taux de cotisation. À savoir sur le droit de prêt, je ne sais pas si parmi vous, ce sont essentiellement des auteurs, aussi des éditeurs, mais il est important de savoir que la différence dans le fait d'être adhérent ou pas à SOFIA, c'est que les auteurs qui sont inscrits à la SOFIA ou qui sont d'ailleurs adhérents d'un autre organisme de gestion collective sont rémunérés directement par la SOFIA. Et que dans le cas contraire, cette rémunération des auteurs transite par leurs éditeurs. On n'a pas connaissance des 50 et quelques mille auteurs qui ne sont pas adhérents. Et donc, cette rémunération qui est calculée par la SOFIA, cette part auteur, est également versée aux éditeurs avec la part éditeur. Et donc, charge aux éditeurs de la reverser dans les meilleurs délais à leurs auteurs, en sachant qu'il y a une petite spécificité, c'est que quand vous êtes dans le cadre d'un avaloir, et même si cet avaloir n'est pas compensé par les ventes d'un livre, le droit de prêt qui est dû sur ce titre vous est dû par l'éditeur, il n'est pas du tout fongible avec les autres droits et avec l'avaloir.
On a un cas un peu spécifique et puis qui peut concerner un certain nombre de titres dans le secteur notamment de la jeunesse. C'est le cas des co-auteurs. Et quand les deux co-auteurs sont adhérents de la SOFIA, il faut ou d'un autre organisme de gestion collective, il faut quand même qu'ils nous déclarent leur clé de partage, qui est faite sur la base donc, des droits dérivés qu'ils peuvent avoir et qui est au contrat de chacun de leurs titres, pour pouvoir bénéficier d'un paiement direct, c'est-à-dire pour qu'on puisse savoir, nous, comment la part auteur se répartit entre les différents co-auteurs. Faute d'avoir cette clé de partage entre les co-auteurs, on est obligé de reverser les sommes donc, à l'éditeur, et le fait d'être adhérent à la SOFIA ne permet pas un reversement direct dans ce cas-là. Une petite précision aussi, si parmi vous, il y a des traducteurs ou des traductrices, qu'ils bénéficient de 50% de la part auteur quand on est dans le cas d'une œuvre traduite. Œuvre étrangère traduite en français, achetée par une bibliothèque, on est à la part auteur de 50% est divisée en deux, la moitié de cette part auteur pour le traducteur, l'autre moitié pour l'auteur d'origine de l'œuvre traduite. Deuxième catégorie de droits gérée par la SOFIA, c'est la copie privée numérique. Alors, c'est parfois un droit qui est moins connu des auteurs. En fait, la rémunération pour copie privée numérique, ça vient compenser la possibilité qu'on a tous quand on achète des supports d'enregistrement de pouvoir copier des contenus culturels protégés pour notre usage personnel. On a le droit de le faire, mais en contrepartie, il y a une rémunération pour copie privée numérique qui vient compenser cela au profit, là aussi, des ayants droit, c'est-à-dire des auteurs ou des éditeurs. Cette rémunération, en fait, elle est prélevée chaque année sur les achats de supports numériques de stockage que et vous et moi et n'importe qui peut acheter, qu'il s'agisse de tablettes, de smartphones, de clés USB, de disques durs d'ordinateur, etc., etc. Tout ce qui peut vous permettre de stocker copies d'œuvres protégées. Sur ces montants-là, le fournisseur, le revendeur, reverse un pouillème, on parle de 1%, 1,5% du prix de vente, parfois moins, qui est reversé à une société de gestion qui reverse ensuite tout ça aux autres organismes de gestion. J'y reviendrai. Ça concerne tous les répertoires. Hein. Pendant assez longtemps, ça a surtout concerné le son et la vidéo. C'était notamment, avant même d'être numérique, une copie privée sur les supports cassettes d'enregistrement, VHS ou cassettes audio. Et puis, ça s'est étendu au numérique et dans le même temps, ça s'est étendu au texte et à l'image. Et en fait, cette rémunération, elle est prélevée par un organisme qui s'appelle Copie France, qui est une sorte de société faîtière qui collecte ces sommes et qui ensuite les répartit chaque année en fonction des répertoires aux organismes de gestion collective, OGC, concernés. Et c'est dans ce cadre-là que la SOFIA gère pour le livre la part texte et la part image et perçoit donc ces sommes de rémunération pour copie privée numérique de la part de Copie France. Cette rémunération, ensuite, on la répartit chaque année, là aussi à part égale entre les auteurs et les éditeurs. La loi a fixé aussi un taux de partage à 50-50 entre les auteurs et les éditeurs, pour le texte et pour l'image. En revanche, la différence, c'est que cette rémunération pour copie privée numérique n'est versée par la SOFIA qu'à ses auteurs et ses éditeurs adhérents. On ne verse pas au-delà à d'autres auteurs ou à d'autres éditeurs. C'est uniquement les auteurs et les éditeurs adhérents de la SOFIA qui perçoivent cette rémunération pour copie privée numérique. Évidemment, si certains d'entre vous, vous êtes adhérents à un autre organisme de gestion collective, c'est cet organisme de gestion collective qui percevra la rémunération pour copie privée numérique et qui vous la versera. Mais ce qui est important, c'est d'être adhérent à l'un ou l'autre de ces organismes de gestion collective. Sinon, vous ne percevez pas la copie privée. Elle ne transite pas par l'éditeur, contrairement au droit de presse. C'est vraiment un versement uniquement direct par l'organisme de gestion collective. Le montant par auteur ou par éditeur est calculé de la même façon. En fait, c'est au prorata des titres qui ont été publiés par tel auteur ou par telle maison d'édition et qui peut être différent selon les secteurs éditoriaux concernés, puisque certains secteurs sont plus copiés que d'autres sur ces supports numériques. Et on a chaque année en fait des études d'usage qui sont réalisées par des instituts, des études d'usage par support et qui montrent, selon les catégories, quels sont
les médias les plus copiés et au sein d'un média, les secteurs éditoriaux qui sont les plus copiés. Dernier point sur la copie privée numérique, 25% du montant qui est perçu, quel que soit l'organisme de gestion collective, doit être affecté à des actions de création, de diffusion, de formation ou d'éducation artistique et culturelle, pour ce qui concerne la SOFIA dans le domaine du livre, mais pour la SACEM, c'est dans le domaine de la musique, pour la SCAM ou la CCD, ça peut être dans le domaine de l'audiovisuel, etc. Chacun dans son répertoire, on doit attribuer 25% du montant perçu à ce type d'action. C'est ce qu'on appelle parfois aussi le quart copie privée ou l'action culturelle, et j'y reviendrai tout à l'heure. Quelques chiffres aussi sur la copie privée. La perception qui est, qui est devenue très semblable à celle du droit de prêt, même s'il y a eu des évolutions au fil du temps, et plutôt des évolutions à la hausse. On est aujourd'hui quasiment, en tout cas l'année dernière, à 16,5 millions d'euros de perception. Donc ça, c'est bien ce que l'on perçoit, nous, auprès de Copie France. On a une dotation donc, à l'action culturelle, 25% copie privée, d'environ 4,1 millions d'euros. Des frais de gestion de 1,1 million d'euros qui sont moindres, puisqu'il y a déjà une partie du travail de collecte qui a été effectué par Copie France. Et donc, on a réparti en moyenne chaque année 11,3 millions d'euros à l'ensemble des auteurs et des éditeurs adhérents, avec plutôt une tendance à la hausse depuis 2017. Je pense même que sur l'année 2020, on finira un peu plus haut que l'année 2019. Donc, il y a une tendance vraiment à la hausse ces derniers temps sur les acquisitions de ce type de support, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une surprise. Troisième catégorie de droits, les livres indisponibles. Alors, vous avez dû en entendre parler, peut-être sous le vocable de relire. Le projet Relire, c'était celui de pouvoir favoriser la numérisation et la recommercialisation de livres qui étaient encore sous droit, mais qui n'étaient plus commercialisés. Sur l'ensemble du XXe siècle, vous avez une partie des livres qui sont entrés dans le domaine public, et qui ne sont plus sous l'empire du droit d'auteur. Vous avez une partie des livres qui sont encore sous droit, mais qui sont commercialisés, qui sont toujours commercialisés, soit en version imprimée, soit en version numérique, soit les deux. Et puis, il y avait une partie de ce corpus importante, hein, puisqu'il avait été estimé à peu près à 500 000 titres, qui étaient sous droit, mais qui n'étaient plus commercialisés. Et le projet, c'était de pouvoir rendre disponible une sorte de numérisation de masse et avec un objectif patrimonial, l'ensemble de ces ouvrages. Donc, chaque année, le 21 mars de chaque année, une nouvelle liste de titres était publiée sur le site de la Bibliothèque nationale de France. C'est une liste qui était arrêtée par un comité scientifique qui siégeait à parité de représentants des auteurs et des éditeurs pour définir sur l'immense catalogue de ces 500 000 titres ce qu'il convenait peut-être en priorité de rendre disponibles, ou qui étaient les plus faciles à identifier, ou qui ne posaient pas trop de questions derrière. Et c'est vrai que si vous êtes principalement auteur ou illustrateur jeunesse, vous êtes, à mon avis, peu concerné par ce registre, les livres illustrés ayant été mis de côté, en tout cas au démarrage du projet Relire. Les auteurs et les éditeurs et l'ensemble des ayants droit avaient alors 6 mois après la publication de chacune de ces listes le 21 mars pour faire opposition au fait que ces ouvrages entrent ou non en gestion collective. Soit l'auteur et ou l'éditeur faisaient opposition, et donc ça s'arrêtait là, soit il n'y avait pas d'opposition, et donc l'ouvrage entrait en gestion collective, et c'est la SOFIA qui avait été agréée pour ensuite gérer ce droit collectif, gérer l'ensemble de ces titres et attribuer à des éditeurs des licences d'exploitation pour rendre de nouveau disponible de manière commerciale l'ensemble de ces ouvrages. Donc, il y avait une campagne d'information annuelle qui était faite chaque année pour essayer de toucher l'ensemble des auteurs, co-auteurs, ayant droit d'auteurs de ces livres indisponibles. Ça a été le cas, non sans certaines difficultés, et puis non sans certains reproches de certains auteurs ou de certaines organisations d'auteurs sur le fait qu'on n'arrivait pas, et personne ne pouvait le faire, et c'était bien l'objet de cette numérisation de masse, toucher individuellement l'ensemble des auteurs potentiellement concernés. Et c'est ce défaut de publicité individualisée qui a été mis en avant par la Cour de justice européenne et qui a mis entre parenthèses le dispositif
en 2016. Depuis cette époque, il n'y a plus de liste de titres qui sont publiés sur le site de la BNF et on attend en fait une transposition de la directive droit d'auteur 2019, donc la toute dernière directive européenne sur le droit d'auteur, qui a un certain nombre d'articles qui concernent les œuvres indisponibles, dont notamment les livres, et qui pourraient donner lieu à une poursuite dans le même esprit, dans le même dispositif, avec un dispositif peut-être différent sur les ouvrages indisponibles. Mais cette décision de la Cour de justice européenne n'a pas remis en cause les licences qui avaient été accordées préalablement par la SOFIA et qui donc sont toujours aujourd'hui valables. On a donc aujourd'hui à peu près 200 000 titres sur les 500 000 estimés, 200 000 titres qui sont entrés en gestion collective, dont les listes ont été communiquées et sur lesquelles les auteurs et les éditeurs n'ont pas fait d'opposition. Sur ces 200 000 titres, environ 165 000 ont fait l'objet de l'attribution d'une licence d'exploitation par la SOFIA. Alors, vous avez deux types de licences, selon que c'est l'éditeur d'origine ou pas qui accepte de prendre la licence. Quand c'est l'éditeur d'origine, ce sont des licences qu'on appelle à titre exclusif, donc à peu près 64 000. Et quand ce n'est pas l'éditeur d'origine, mais un autre éditeur qui prend cette licence d'exploitation, on parle de licences à titre non exclusifs, qui peuvent d'ailleurs être fournis à plusieurs éditeurs différents. Et on est là presque à 100 000 titres concernés par ces licences. Sur ces 165 000 titres en licence d'exploitation, aujourd'hui, 90 000 titres ont été recommercialisés, c'est-à-dire qu'ils ont été à la fois numérisés sur un programme de numérisation de la BNF et convertis en format EPUB ou en format PDF pour pouvoir être commercialisés. Alors, on a des perceptions de droits depuis 2 ans qui sont faites par la SOFIA. On est sur des montants, évidemment, qui n'ont aucun rapport avec la perception de droits qu'on a pu voir sur le droit de prêt ou sur la copie privée numérique. On est plus sur un objectif patrimonial. On est sur des ouvrages qui n'étaient plus commercialisés, donc dont le potentiel commercial, en tout cas du point de vue des éditeurs, était relativement réduit. Mais on a quand même une perception de droits et on reverse ces droits aux auteurs que l'on retrouve, soit en licence exclusive, soit en licence non exclusive. Il y a une petite variation. En licence exclusive, c'est 15% de droits pour l'auteur sur le prix de vente, avec un minimum de 1 euro. C'est important parce que c'est la première fois, à ma connaissance, que dans le secteur du livre, on a mis en place un minimum garanti pour l'auteur, quel que soit le prix de vente de l'ouvrage. Et en licence non exclusive, on a un partage, là aussi à parité, 10% pour l'auteur et 10% pour l'éditeur. Je vous dis un petit mot aussi de l'action sociale de la SOFIA qui est devenue relativement importante au fil du temps. Elle prend essentiellement la forme d'une contribution à la retraite complémentaire des auteurs. Donc, en 2004, à l'occasion de la transposition du droit de prêt, a été créé un régime de retraite complémentaire des auteurs qui a été logé à l'IRSEC. Il y a donc 3 régimes de retraite, celui qui concerne, au sein de l'IRSEC, celui qui concerne plus directement les auteurs de livres, c'est le RAAP, le RAP. Et dès le départ, ce qui a été prévu, c'est que la SOFIA utilise une partie des ressources du droit de prêt pour financer jusqu'à la moitié des cotisations retraite complémentaires des auteurs de livres. On est allé d'ailleurs jusqu'à 50%, c'est aujourd'hui toujours la moitié qui est prise en charge, jusqu'à 2 fois le plafond de la sécurité sociale des auteurs. Ça représente aujourd'hui 3,7 millions d'euros et c'est vrai que ça a connu une certaine augmentation ces dernières années suite encore une fois à la réforme du RAP que vous avez dû suivre en 2017. Ça concerne un peu plus de 4 500 auteurs de livres. Alors le nombre d'auteurs peut varier d'une année sur l'autre. La définition qui a été retenue dans la loi pour les auteurs de livres sont les auteurs qui perçoivent plus de 50% de leurs revenus artistiques du secteur du livre. Donc, si vous avez plus de 50% sur une année de vos revenus artistiques qui concernent le secteur du livre, vous êtes du coup tagué, entre guillemets, par la GESA précédemment et maintenant par l'URSSAF comme principalement auteur de livres et vous bénéficiez donc de cette prise en charge à 50% de vos cotisations retraite complémentaires par la SOFIA. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le seuil de à peu près 9 000 euros
qui fait que vous êtes ou non affilié à ce régime de retraite complémentaire. La SOFIA n'a pas connaissance des revenus des auteurs ni des noms des auteurs qui sont pris en charge. Ce sont des données personnelles qu'on n'a pas à connaître. Il n'y a aucun lien entre ces auteurs et le fait qu'ils soient ou non adhérents de la SOFIA. Donc, vous n'avez pas à adhérer à la SOFIA pour pouvoir bénéficier de cette aide. Il y a des connexions complètes entre l'adhésion et le fait d'être affilié au RAP et de pouvoir bénéficier de cette prise en charge partielle. Le deuxième point important, c'est la formation professionnelle des auteurs. Donc, il y a un fonds de formation qui s'est mis en place en 2012-2013 au sein de l'AFDAS, qui a été doté et qui est doté tous les ans par une contribution des auteurs sur l'ensemble de leurs revenus artistiques et par une contribution des diffuseurs sur l'ensemble des revenus qu'ils versent aux auteurs. Mais au-delà de cette double contribution, la SOFIA a souhaité dès le début doter ce fonds de formation en le fléchant principalement sur les auteurs de livres. Et donc, sur la base de l'action culturelle, donc là, on parle bien des 25% copies privées numériques, on affecte chaque année 5% de ces ressources. Donc, on est autour de à peu près aujourd'hui 200 000 euros qui sont versés donc annuellement à l'AFDAS pour bénéficier aux formations, quelles qu'elles soient, des artistes auteurs et en priorité des auteurs de livres. L'action culturelle de la SOFIA, alors la SOFIA est un organisme de gestion collective, donc il n'avait pas forcément vocation au départ à avoir un rôle de soutien financier sur les actions culturelles, y compris dans le secteur du livre. Mais avec le 25% de la rémunération pour copie privée, la SOFIA est devenue aujourd'hui un acteur important de la vie littéraire en France et des manifestations et festivals et des actions qui sont portés par des porteurs de projets sur le secteur du livre. Et on est aujourd'hui à un petit peu moins de 400 projets qui sont soutenus par an par la SOFIA. C'est une commission d'attribution des aides qui a été créée depuis maintenant 2 ans. Avant, c'était le conseil d'administration. Maintenant, c'est une commission d'attribution des aides qui est composée pour moitié de représentants du conseil d'administration et pour moitié d'auteurs et d'éditeurs qui sont membres de la SOFIA, mais qui ne sont pas dans les organes dirigeants de la SOFIA. On a un certain nombre de critères d'éligibilité. Il y en a 2 principaux qui sont importants pour nous. Le premier, c'est évidemment que c'est une action qui doit s'organiser dans le secteur du livre, autour du livre. Il y a d'autres sociétés de gestion collective qui s'occupent des autres répertoires. Donc, on sait vraiment, nous, on se concentre essentiellement sur tout ce qui est en lien avec le secteur du livre. Et le deuxième critère d'éligibilité extrêmement important, c'est que les auteurs, quand ils sont invités à participer, à intervenir à des salons, à des festivals littéraires ou lors d'actions d'éducation artistique et culturelle, doivent être rémunérés. Et ils doivent être rémunérés et sur le minimum d'une grille tarifaire qu'on a mis en place en lien avec le Centre national du livre et qui est basée sans surprise sur les tarifs qui sont énoncés chaque année et votés chaque année à l'Assemblée générale de la Charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse, auquel on a rajouté un tarif pour la participation à des tables rondes et pour des performances, mais les tarifs demi-journée et journée, les tarifs minimums sont ceux que vous connaissez avec la grille publiée chaque année par la charte. Mais c'est vraiment 2 critères extrêmement importants pour nous. Vous avez peut-être suivi sur l'année 2020 la décision du conseil d'administration de la SOFIA en mars de maintenir toutes les aides qui avaient été attribuées aux porteurs de projets, quand bien même avec la crise sanitaire, ces manifestations étaient annulées. On a décidé tout de suite de maintenir ces aides sous une réserve, c'est que le porteur de projet ou le festival ou la manifestation devait faire ses meilleurs efforts pour pouvoir rémunérer les auteurs, quand bien même les interventions des auteurs étaient annulées. Donc, on a maintenu l'aide, on l'a fait tout au long de l'année 2020 et on le fait encore aujourd'hui jusqu'à la fin. On a reporté ce principe pour les aides qui ont été accordées il y a quelques semaines pour celles qui doivent se dérouler au premier trimestre 2021, avec évidemment une incertitude qui court sur la possibilité que ces manifestations aient lieu. Mais en tout cas, ce principe est maintenu, y compris pour 2021, si on devait faire face à nouveau à une vague d'annulation.
on maintient nos aides, mais les porteurs de projets font leurs meilleurs efforts avec cette aide pour soutenir et pour continuer à rémunérer les auteurs, quand bien même leurs interventions sont de ce fait annulées. Ça représente chaque année autour de un peu plus de 4 millions d'euros de soutien financier. On avait fait un petit calcul il y a 2 ans. Ce soutien financier aux porteurs de projets se traduit indirectement en rémunération et se transforme finalement en rémunération autour de 2 millions d'euros à peu près pour l'ensemble des auteurs intervenants. Donc, à la fois, 4 millions d'euros, ça fait de la SOFIA aujourd'hui un partenaire essentiel au même titre que le Centre national du livre, et même peut-être aujourd'hui un peu plus. Et surtout, ça se transforme, ce soutien, majoritairement en rémunération pour les auteurs intervenants. Je dis presque plus que le Centre national du livre, parce qu'en fait, la SOFIA intervient aussi sur des festivals et des manifestations de taille moins importante que celles qui sont d'ampleur nationale et qui sont soutenues par le CNL, y compris des petits festivals qui commencent en création dès la première année. Un porteur de projet peut venir demander un soutien financier à la SOFIA. Il se trouve que la courbe de la copie privée numérique ayant été en augmentation plutôt significative ces dernières années, le 25% proportionnel ayant lui aussi mathématiquement augmenté, les dotations de la SOFIA et les moyens de la SOFIA ont pu permettre de répondre aux diverses sollicitations. Je vous ai mis un petit tableau aussi pour voir comment se répartissaient. Donc là, on est sur les aides 2019, on était à peu près à 372 aides. Donc vous voyez que c'est essentiellement des festivals, des salons et des rencontres qui sont soutenus, 250 en 2019. Mais il y a aussi des actions de défense des intérêts professionnels. On soutient les principales associations d'auteurs, que ce soit la Charte des auteurs jeunesse, auteurs et illustrateurs jeunesse, que ce soit la TLF pour les traducteurs, la SGDL, désormais la Ligue des auteurs professionnels, le SNAC pour les auteurs BD, donc pour l'ensemble de leurs actions de défense des intérêts professionnels des auteurs de livres, mais aussi d'information et de renseignement et de conseils à ces auteurs. C'est important qu'elles puissent en avoir les moyens. Les actions de formation, dont l'AFDAS, de manière importante, je vous en ai parlé, mais aussi des actions de formation qui sont portées par d'autres porteurs de projets. Ça peut être d'ailleurs des associations aussi d'auteurs ou des associations d'éditeurs. Et puis des actions d'aide ou développement de l'éducation artistique et culturelle. On a de nombreux projets aussi dans ce cadre-là, et puis des projets de promotion et de soutien au développement de la lecture, comme par exemple Lire et faire lire, ou le Labo des histoires, ou d'autres associations comme ça relativement importantes. En Excusez-moi de vous termes de… interrompre. Si vous voulez, il reste 7 minutes si vous voulez poser. Alors, je finis très vite. Vous avez D'accord. un tableau avec le soutien de la SOFIA sur l'ensemble du territoire pour montrer que donc ce soutien se répartit pratiquement sur l'ensemble des régions en France. De toute façon, on répond aux sollicitations qui nous sont faites. On ne décide pas d'aider plus ou moins telle ou telle région. Et puis, je vous dis un petit mot très vite donc, sur l'action européenne et internationale. L'action porte sur 2 points. D'abord, le développement d'accords de réciprocité avec les autres pays, avec nos homologues, c'est-à-dire l'équivalent de la SOFIA, mais dans d'autres pays européens ou internationaux, pour qu'on puisse récupérer le droit de prêt ou le droit de copie privée de ces pays-là au profit de nos auteurs français, quand ce sont leurs ouvrages qui sont empruntés, traduits et empruntés par des bibliothèques, et puis qu'on puisse nous reverser à l'ensemble des auteurs d'origine des livres traduits en français quand ils sont achetés par nos bibliothèques. Et puis un rôle de défense du droit d'auteur au sein d'une association européenne qui s'appelle PLR, Public Lending Right, qui a vocation à défendre le droit d'auteur et notamment le droit de prêt, et l'IFRO, qui est son équivalent, mais sur l'ensemble des questions de gestion collective du livre et de la presse, au-delà même du simple droit de prêt. Quelques actualités et projets. On va essayer de refondre nos sites de la SOFIA, à la fois les sites ayant droit et les sites des déclarants, bibliothèques et fournisseurs. On est en train de simplifier, enfin de faire un travail de simplification de nos procédures pour que tout ça soit plus clair, plus lisible, plus rapide, que ce soit la copie privée numérique, on l'a bien commencé, mais aussi le droit de prêt, on est en train d'y travailler. Développer des services, plus de services à la fois pour les ayants droit, mais aussi pour nos partenaires libraires et bibliothèques. Améliorer la recherche des ayants droit, c'est important notamment pour la question des livres indisponibles, où on a beaucoup d'ayants droit qui ne sont pas plus forcément en activité et plus difficiles à trouver.
un travail sur la transposition de la directive droit d'auteur 2019, je vous en ai dit un mot, et puis essayer de développer aussi le nombre d'accords de réciprocité pour favoriser ces échanges de droits entre pays. Voilà, je vous remercie. J'ai été un peu long, un peu bavard, comme d'habitude, mais j'espère que ça m'a permis d'éclairer un certain nombre de points. Je suis à votre disposition. Alors, je me permets de prendre la parole. Il y a Carole Emma qui a une question. À qui adresser nos projets? Je ne vous entends pas bien, excusez-moi. Carole Emma qui demande à qui adresser nos projets. Alors, si on est porteur de projet, vous avez sur le site de la SOFIA un onglet porteur de projet où tout est expliqué sur l'action culturelle, les critères d'éligibilité, le calendrier de dépôt des projets, les commissions et les dates de réunion des commissions. Donc, tout est parfaitement clair sur le site de la SOFIA. Je vous invite vraiment à aller voir et vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, je m'adresse aux participants. Ceux qui veulent poser des questions oralement, vous pouvez. Vous enlevez votre micro et vous pouvez poser directement vos questions. Alors, sinon, il y avait une autre question de Camille Lebon qui demandait par qui ces titres indisponibles sont-ils recommercialisés? Alors, soit on a attribué une licence à l'éditeur d'origine, et donc c'est cet éditeur qui a le droit, mais aussi l'obligation de recommercialiser ses ouvrages, soit l'immense majorité des licences non exclusives, quand ce n'est pas l'éditeur d'origine, ont été prises par une société qui a été créée par les éditeurs, qui s'appelle Phoenix, et qui non seulement du coup commercialise ces licences non exclusives, mais qui a pris finalement aussi en distribution une grande partie des licences exclusives des éditeurs qui ont d'origine. Donc, en fait, c'est aujourd'hui, à quelques exceptions près, principalement Phoenix, la société Phoenix, qui commercialise l'ensemble de ces 90 000 ouvrages. Leur projet, c'est d'aller plus loin, puisqu'ils ont des licences pour plus de titres, mais pour l'instant, leur disponibilité financière, même avec le soutien du Centre national du livre sur la conversion des ouvrages, leur a simplement permis de numériser et de convertir 90 000 titres. Et c'est auprès principalement de Phoenix qu'on récupère, nous, les droits qui sont dus aux auteurs et qu'on les reverse ensuite. Donc, soit l'éditeur d'origine via Phoenix, soit Phoenix directement aujourd'hui en pratique. Mais n'importe quel autre éditeur ou organisme pourrait demander une licence non exclusive à la SOFIA. Alors, j'ai une question de Charlotte qui demande, en tant qu'auteur, comment exiger d'un éditeur qu'il nous reverse les droits de prêt s'il ne le fait pas? Alors, vous avez, d'abord, s'assurer que vous avez vraiment des droits, soit sur le site de la SOFIA, soit en nous appelant directement et en nous contactant directement. Et si vous apercevez qu'il y a un vrai défaut de versement de la part de l'éditeur, vous nous prévenez. Et dans ce cas-là, on essaiera d'abord de résoudre la question et de faire en sorte qu'il verse les sommes qui vous sont dues, mais sinon, les sommes de la part éditeur seront bloquées à cet éditeur tant qu'il n'aura pas effectué lui-même le versement. Ensuite, vous pouvez aussi plus directement adhérer à l'un des organismes de gestion collective, et là, vous percevrez directement l'ensemble de votre droit de prêt, quels que soient les éditeurs avec lesquels vous êtes en lien. Il faut savoir qu'il y a un décalage dans le temps entre l'année où les ventes de livres ont été faites aux bibliothèques et l'année où on répartit. Il y a aujourd'hui à peu près 2 ans d'écart entre le moment où les ventes sont réalisées auprès des bibliothèques, les déclarations nous remontent des bibliothèques, les déclarations nous remontent des libraires. On compare en fait ces déclarations, on facture les fournisseurs, on recouvre les sommes auprès des fournisseurs et à ce moment-là seulement, on répartit l'intégralité d'une année et on la reverse aux éditeurs, qui ensuite doivent reverser à l'auteur. Donc, c'est aussi logique qu'il puisse y avoir un décalage entre le moment où vous avez l'impression que vos livres sont achetés par les bibliothèques et le moment où vous percevez in fine les sommes par l'éditeur. Mais si vous ne les percevez jamais, c'est qu'il y a un problème. Et dans ce cas-là, le mieux, c'est de nous contacter pour nous le signaler.
Alors, il est 14h15, on va être obligé de fermer la réunion. Pour les personnes qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, vous avez peut-être des coordonnées à laisser ou... Alors, vous avez mes coordonnées sur le site, vous m'adressez où je peux vous les donner je vous les envoie après et vous pouvez les communiquer à l'ensemble des participants sans aucun problème, un mail et un portable. Si vous voulez qu'on fasse comme ça, moi, vous les avez d'ailleurs mes coordonnées, je pense. Vous pouvez les laisser sur le chat, si vous pouvez le faire maintenant, parce qu'après je vais clôturer la réunion, donc vous n'aurez plus accès au chat. Donc, vous pouvez le faire dès à présent avant que je clôture. Comme ça, ils auront votre adresse. Est-ce que vous l'avez? Oui, c'est bon. Donc, pour les personnes qui n'ont pas eu de réponse, vous avez l'adresse email de M. Pelletier qui s'affiche sur le chat. Notez-la tout de suite parce que je vais fermer la réunion, donc le chat va se fermer aussi. Je vous remercie beaucoup tous de votre participation. À très bientôt. Alors, vous avez mon numéro de portable aussi, si vous voulez. Et le numéro de portable, voilà, ça s'affiche. Donc, merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée et à très bientôt sur le salon. Merci à vous. Bon courage pour le salon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.